Tous ceux qui hurlent, etc., c'est ceux qui en ont rien à faire en fait, des gens comme vous qui ne savent pas s'habiller. Un des grands magasins parisiens les plus prestigieux vient d'ouvrir ses portes à la marque la plus détestée de la mode. Le BHV vient de signer un accord pour accueillir un corner Shein en novembre 2025. Quelques jours après l'annonce, c'est la panique. 12 marques claquent la porte et décident de boycotter le BHV. Dès l'annonce de leur arrivée au BHV, on a pris la décision de rompre tous nos contrats. La raison, Shein est une marque chinoise dans la tourmente et la polémique depuis plusieurs années. Exploitation, conditions de travail atroces, surproduction, pollution et scandales à répétition. La répression des fraudes vient d'alerter la justice sur la vente en ligne d'une poupée sexuelle dont les traits sont ceux d'une petite fille. Malgré ça, le BHV ne recule pas. Est-ce qu'il faut passer à côté d'une forme de morale pour sauver le commerce? Je ne crois pas être complice en fait de pédopornographie au BHV. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'une enseigne qui a un prestige important comme le BHV accepte d'accueillir une marque aussi controversée que Shein? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce choix? Et puis en creusant, je me suis rendu compte que ce scandale cache quelque chose de bien plus troublant parce que ce qui se joue au BHV avec Shein, c'est pas juste une question d'éthique, c'est la fin d'un pari que nous connaissons, un pari qui est peut-être en train de se transformer en Monopoly géant. Et l'ironie, c'est que Paris elle-même a créé le système qui est en train de la détruire, un système qui date d'il y a presque 200 ans. Le BHV, c'est un monument. On est en 1856, quand Paris est en pleine transformation. Le baron Haussmann éventre la ville médiévale pour tracer des grands boulevards. Les fameux immeubles haussmanniens qu'on connaît aujourd'hui poussent comme des champignons. La bourgeoisie explose et avec elle une nouvelle façon de consommer. Cette année-là, François-Xavier Ruel et sa femme ouvrent une petite bimbeloterie au cœur du Marais. Alors non, ce n'est pas une boutique de bimbo, d'ailleurs ce serait très bizarre, mais une boutique où on vend des bibelots. La légende raconte que l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, passait souvent devant avec ses chevaux. Ces chevaux, devant la boutique de François-Xavier, s'agitaient systématiquement et seul lui arrivait à les calmer. Pour le remercier, l'impératrice lui offre une belle somme et avec cet argent, le couple décide d'agrandir et transforme leur petite boutique en bazar, en référence au marché persan qui était très en vogue à l'époque. La boutique sera ensuite connue en tant que bazar de l'hôtel de ville parce que le magasin fait face à l'hôtel de ville de Paris, juste de l'autre côté de la rue. Et ça, c'est un emplacement très stratégique qui font que plein de Parisiens affluent dans les rayons. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que votre famille faisait en 1856 pendant que le BHV se transformait, ou en 1930, ou en 1950? Moi, oui. Et c'est là que le sponsor du jour, MyHeritage, entre en jeu. C'est le site numéro 1 pour explorer votre arbre généalogique et retracer votre histoire familiale. C'est très simple, j'ai commencé par créer mon arbre généalogique en rentrant le nom de mes parents et de mes grands-parents, et MyHeritage m'a suggéré des membres de ma famille automatiquement. Mon arbre généalogique s'est construit branche par branche, presque tout seul. Tu peux tomber sur des archives étonnantes comme les registres, des vieilles photos ou des liens familiaux perdus. Personnellement, je suis tombée sur un article du journal officiel de l'Afrique équatoriale française où la France coloniale fait une liste d'élèves qui postulent pour être formés au métier d'artisan. Dans cette liste apparaît le nom de mon arrière-grand-père, Albert. C'est un article qui date du 15 juin 1954. Donc à cette époque, les pays de l'Afrique centrale étaient encore des colonies françaises. Sauf qu'il y a un truc qui m'a fait tiquer, il parle dedans du territoire de Lubangui-Chari, qui est l'ancien nom colonial de la Centrafrique. Sauf que moi, je viens du Gabon et je doute que mon arrière-grand-père ait postulé pour devenir enseignant ou artisan, dire c'était pas son métier du tout, et encore moins en Centrafrique. Je vais quand même demander à mon grand-père, puisqu'à cette époque-là, il était né, et je pense qu'il peut me dire plein de choses là-dessus. Si ça se trouve, je vais découvrir des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, et c'est ça qui est trop bien avec MyHeritage, c'est que vous pouvez faire vos enquêtes familiales et découvrir des choses que vous ne saviez pas, parfois retrouver des membres de votre famille à l'international, et vous pouvez même les contacter. Et si vous avez des photos en noir et blanc, vous pouvez les coloriser et les animer. Donc franchement, si vous voulez retracer l'histoire de votre famille ou de vos origines, n'hésitez pas à essayer MyHeritage. Vous pouvez tester le plan complet gratuitement pendant 14 jours. Je vous mets le lien en description. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on retourne au début du XXe siècle. En 1900, le BHV c'est l'un des plus grands magasins de Paris. Il traverse deux guerres mondiales, le baby boom, la modernisation de Paris et donne envie à la petite bourgeoisie de flâner. Pendant longtemps, le BHV maintient son image de commerce parisien de qualité. Au début du XXe siècle, il se modernise avec un grand bâtiment aux dimensions impressionnantes, avec une architecture imposante qui attire non seulement les classes moyennes, mais aussi la clientèle plus bourgeoise, séduite par l'élégance de ce grand magasin. Le BHV commence à vendre des articles de mode, il accroît son image d'enseigne incontournable à Paris. La réalité, c'est que le BHV fait partie d'une révolution dans la société de consommation, mais
on n'y est pas encore. Depuis son intégration au groupe Galeries Lafayette en 1991 et son repositionnement en BHV Marais à partir de 2013, le magasin vise à séduire une clientèle parisienne urbaine ou bien des bobos et beaucoup de touristes. On est un peu dans un décor de carte postale. Pendant longtemps, le BHV a maintenu cette image prestigieuse. C'est pour ça qu'on peut y retrouver aujourd'hui des marques premium comme Balzac, Cézanne et toujours sa fameuse quincaillerie historique. Mais il va y avoir une ombre au tableau qui vient assombrir ce temple très réputé. L'arrivée de Shein. Shein, c'est une marque chinoise, symbole de la surconsommation. Si le BHV incarne 170 ans de commerce parisien, Shein incarne 17 ans de révolution digitale et l'arrivée dans nos paniers de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. En gros, la fast fashion, ça a été démocratisé par des Zara, des H&M, qui vont produire des collections hebdomadaires. Shein, eux, ils s'embêtent pas avec ça, ils vont surproduire des collections tous les jours. On estime que Shein met en ligne en moyenne entre 7200 et 8000 nouveaux modèles par jour, avec des pics pouvant atteindre 10 800 modèles en une seule journée. En comparaison, Zara et H&M, qui ont justement démocratisé cette technique de tout le temps proposer des collections, avoir des collections très rapprochées, proposent respectivement entre 60 et 100 nouveaux modèles par jour. Shein, c'est vraiment un mode de production boosté. Et tout commence en 2008. Chris Xu, un entrepreneur chinois dont on ne connaît presque rien, pas de biographie, presque aucune photo, aucune interview. Il fonde une petite boutique en ligne qui vend d'abord des robes de mariée bon marché. Ensuite, il va le renommer en Sheinside et finalement, ce sera Shein. Au début, c'est un site parmi des milliers. Mais Chris Xu comprend quelque chose que personne n'a encore vraiment exploité. Les réseaux sociaux ne servent pas qu'à vendre. Ils servent à savoir ce qui va se vendre. Il embauche des gens qui vont étudier la data, il développe des algorithmes qui analysent en temps réel les tendances émergentes. Chaque vidéo qui devient virale, chaque look qui explose, l'algorithme détecte tout, enregistre tout et analyse tout. D'ailleurs, j'ai fait une analyse sur les coulisses de l'algorithme Shein dans cette vidéo, donc si vous voulez aller la voir, c'est le moment. Bon, après la vidéo quand même. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous adorez tout ce qui tourne autour de la mode et de la pop culture, que ce soit des analyses, des documentaires, des histoires de la mode. En gros, chez Shein, dès qu'un style, dès qu'une robe se démarque, dès qu'il y a une association de couleurs qui est tendance, Shein le copie. En moins de 7 jours, le vêtement peut être produit, photographié et mis en ligne. Et si ça marche, la production explose. Si ça ne marche pas, Shein passe à autre chose. Mais ce qui rend Shein vraiment différent, ce n'est pas la vitesse. C'est surtout la mécanique derrière. Parce que en gros, Shein a une application. Et cette application, on ne peut pas dire qu'elle vend des vêtements, elle vend vraiment une expérience addictive. Je me connecte à l'application Shein au moins une trentaine de fois par jour. Alors je regarde les nouveautés, je regarde les prix aussi, parce que ça change. J'ai le droit souvent à des bons. Chaque jour, Sylvie a effectivement le droit à des coupons de réduction à utiliser très rapidement. Quand vous l'ouvrez, vous êtes bombardé de stimuli avec plein de notifications partout, toutes les heures, des réductions aléatoires qui changent toutes les 30 minutes, des jeux où vous pouvez gagner et débloquer des points et des codes promo, des flash sales qui durent 2 heures, une roue de la fortune virtuelle, bref, c'est tout un micmac qui va faire que Shein va être aussi addictif que TikTok par exemple. Ce n'est pas un site de vente, c'est presque un casino. Sauf que derrière cette machine à cash, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Shein cumule les scandales, que ce soit les conditions de travail. L'ONG Public Eye a infiltré plusieurs usines partenaires de Shein dans la province de Guangdong en Chine, et ce qu'ils ont découvert, c'était des ateliers où 75 personnes s'entassent dans 150 mètres carrés, des ouvriers qui travaillent 18 heures par jour, 7 jours sur 7, 100 jours de repos, avec des salaires de 3 à 4 dollars de l'heure, pas de contrat, pas de sécurité, pas de sortie de secours, des ouvriers qui témoignent que de simples erreurs de couture peuvent leur coûter plusieurs jours de salaire en moins. 现在他把工资都写得很高，但是包月的他敢不敢写这么高的？包月的他就不敢写这么高了。 Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté pollution, puisque Shein génère 6,3 millions de tonnes de CO2 par an, plus que l'ensemble du trafic aérien français. Chaque vêtement est emballé individuellement dans du plastique, chaque commande part de Chine par avion cargo, consomme du kérosène, traverse la planète pour livrer une robe à 8 € qui sera portée que 2 fois. Puisque oui, Shein admet que ses vêtements sont portés en moyenne moins de 30 fois avant d'être jetés ou remplacés. Les vêtements
Finalement, Shein entre dans un cercle de consommation ultra rapide et d'obsolescence favorisant une production de déchets textiles. Mais s'il n'y avait que ça, il y a aussi le fait que certains produits, certains vêtements Shein ont été jugés toxiques avec des taux de plomb 20 fois supérieurs aux normes européennes, des phtalates dans les vêtements pour enfants, des substances cancérigènes dans les accessoires. Des centaines de colis Shein sont passés au crible. Il n'y a pas les marquages, ça sera bloqué. Il n'y a pas l'âge minimum pour l'utilisation. Donc ça peut être dangereux. J'ai acheté une veilleuse pour ma petite fille. Ma belle-fille l'allume et quand elle revient dans la chambre, de la fumée en est sortie. Et le pire dans tout ça, c'est que Shein souvent copie des petits créateurs indépendants qui accusent la marque de leur voler des designs. Le processus est toujours le même. Un créateur poste un vêtement original sur Instagram, 2 semaines plus tard, Shein vend la copie exacte à 1/10 du prix, sans autorisation et sans crédit. Ça, c'est une combinaison designée par la créatrice Larissa Martinez. Et ça, c'est une combinaison vendue par Shein. C'est clairement une copie exacte. Les créateurs portent plainte souvent, mais Shein ne répond jamais ou bien préfère payer des amendes et continuer à copier parce que les amendes ne représentent rien pour eux par rapport aux bénéfices qu'ils se font. Mais le dernier scandale en date et qui a fait énormément parler en plus de l'arrivée au BHV, c'est la vente sur Shein de poupées pédo-P. Une dizaine de modèles de poupées à caractère pédopornographique comme celle-ci, décrite comme fantastique pour hommes solitaires, est vendue sur le site internet français de Shein. En octobre 2025, une utilisatrice française fait une découverte glaçante en naviguant sur l'application Shein. Dans la section jouets, entre des peluches et des poupées classiques, elle tombe sur des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Des corps d'enfants, des visages d'enfants, mais des attributs d'adultes, avec description et photos explicites. Le gouvernement français ouvre une enquête, les associations de protection de l'enfance exigent des sanctions, la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, lance des contrôles. En moins de 48 heures, Shein retire les produits avec des communiqués officiels et des excuses. Puis finalement, le Premier ministre français annonce bloquer les commandes à destination de la France. Les colis se retrouvent bloqués à Roissy-Charles de Gaulle avec plein de gens qui attendent leur colis Shein. Finalement, l'interdiction sera levée et puis on découvrira que, en fait, les poupées étaient vendues par une entreprise française basée à Hong Kong. Mais le mal était fait. L'image de Shein a déjà été écornée et bascule dans le encore plus sordide. Donc vous imaginez bien que quand Shein arrive au BHV, le contraste est violent. Et ça dérange parce que le BHV se trouve dans le Marais, un quartier bourgeois, un quartier qui accueille normalement des petites librairies, des petits coffee shops ou des petites boutiques indépendantes, aujourd'hui se retrouve avec une enseigne controversée. Et je pense que dedans, il y a peut-être un peu de classisme parce que ceux qui s'habillent chez Shein, c'est souvent la classe populaire et tout ça relève un petit peu de l'hypocrisie, on va dire, parce que ce n'est pas parce qu'une marque vend des vêtements chers qu'elle est éthique. Shein, certes, n'est pas éthique, mais il y a plein d'autres marques qui ne le sont pas et qu'on consomme quand même, qu'on ne tape pas autant que Shein. En gros, une marque qui vend des habits chers, ça veut juste dire qu'elle a un marketing premium, ça veut pas dire que c'est forcément de la qualité et que leurs conditions de production sont super clean. Je vous en parle dans plusieurs vidéos, notamment dans celle où je parle du mépris envers le Made in China. Mais malgré le scandale, Frédéric Merlin, le patron du BHV qu'on voit partout en ce moment, persiste et signe. Shein a bel et bien sa place au BHV. Donc ce que j'aimerais rappeler, d'accord, c'est le sens de la collaboration que nous essayons de mener avec Shein. Le e-commerce, ce n'est pas parfait. Le commerce physique, ce n'est pas parfait. Pour autant, j'essaie d'allier les deux mondes. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi miser sur une telle marque? Pourquoi il ne s'est pas tourné vers d'autres marques en vogue? Et malgré toutes les controverses, pourquoi il s'obstine à intégrer Shein au BHV? En 2013, le BHV est racheté par le groupe Galeries Lafayette. Puis en novembre 2023, c'est la Société des grands magasins qui a officiellement racheté le fonds de commerce du BHV Marais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus survivre seul. Les comptes sont dans le rouge, la fréquentation chute et les clients historiques vieillissent et personne ne vient vraiment les remplacer. Le groupe tente tout, il rebaptise le magasin BHV Marais pour profiter de l'image du quartier branché, il rénove les étages, il crée des espaces lifestyle, ils font venir des marques jeunes, des créateurs, des pop-up. Mais en 2019, la fréquentation a chuté de 12% par rapport à 2015. Les jeunes parisiens ne viennent pas. On se plaint tous les jours de voir des commerces fermés. On se plaint tous les jours de voir des marques de textiles physiques fermer leurs portes. Des millions d'emplois
qui sont... Non mais d'accord, mais à quel prix, Frédéric Merlin? Est-ce qu'il faut passer à côté d'une forme de morale pour sauver le commerce? Et puis arrive 2020 avec évidemment le Covid et le confinement. Le commerce physique s'effondre un peu partout. D'ailleurs, je pense que ça a été annonciateur de l'effondrement des marques moyenne gamme françaises. D'ailleurs, peut-être que j'en parlerai sur cette chaîne. L'enseigne française Camaïeu était une pointure dans le domaine du prêt-à-porter. Depuis 2020, l'entreprise a fait l'objet de 2 redressements judiciaires et avait été contrainte de fermer plus de 800 magasins à travers le monde. Crise sanitaire oblige. Pendant que tout le monde était enfermé, eh bien, la vente en ligne a explosé avec notamment Amazon, Shein. Quand les magasins rouvrent, les clients ne reviennent pas forcément. Le BHV affiche une baisse de fréquentation de 25% par rapport à 2019, alors que ça avait déjà baissé par rapport à 2015. Un quart de clients en moins, un quart de chiffre d'affaires qui disparaît. Le modèle du grand magasin s'essouffle et ne fait plus forcément rêver. La montée d'Internet et la crise y sont pour beaucoup. Les gens ont diminué drastiquement leur panier d'achat. Pourquoi aujourd'hui aller au BHV alors que si vous avez besoin d'une casserole, vous allez sur Amazon, vous la trouvez en 30 secondes et elle arrive chez vous le lendemain. Le grand magasin a perdu sa fonction de base qui était d'abord la nécessité puisqu'il s'est ouvert dans un quartier très central parisien pour permettre à la classe moyenne et à la bourgeoisie émergente d'accéder à la consommation. Mais il y avait aussi cette notion de plaisir d'acheter et elle est plus vraiment présente puisque les gens sont fatigués, on n'a plus d'argent. Alors le BHV cherche quelque chose d'autre, il cherche l'expérience. Les gens ne viennent plus au BHV pour acheter, ils viennent pour vivre quelque chose d'inédit, un truc qu'ils ne peuvent pas retrouver dans un simple centre commercial. D'où les événements, d'où les pop-up collabs avec des influenceurs, comme l'installation du pop-up de Lena Situation avec Hôtel Mafouf. Mais quelques semaines après la fermeture du pop-up, c'est évident que la fréquentation retombe. Les jeunes qui sont venus pour Lena, ils reviennent pas, ils ont eu leurs photos Instagram, ils ont consommé ce qu'ils avaient à consommer, et puis c'est fini. Le BHV ne peut pas survivre avec des pop-up. Il lui faut quelque chose de plus gros, de plus durable, de plus puissant. Est-ce que là, vous voyez où je veux en venir? On parle aujourd'hui d'une marque qui est achetée régulièrement par 25 millions de clients français, qui aujourd'hui sont considérés comme étant des malpropres parce qu'ils commandent sur cette plateforme? L'idée, ça ne va pas être d'attirer que des touristes ou que des Parisiens bobos, mais un autre type de population. Des gens qui veulent consommer, mais à petit prix. Et c'est là qu'arrive Shein. Début 2024, Shein cherche à s'implanter physiquement en Europe. Pas pour remplacer son site, mais pour compléter, pour se légitimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques années, ils ont ouvert plusieurs pop-up dans Paris, notamment un pop-up de 250 mètres carrés au Halles en 2019. Ils veulent rendre leur marque plus palpable. Parce que Shein a un énorme problème, c'est son image. Elle est vue comme une marque cheap, douteuse, une marque qu'on consomme en cachette. Personne ne se vante vraiment d'acheter chez Shein à part dans les reportages TF1. Pour changer ça, Shein a besoin de se montrer dans de vrais lieux, des lieux connus, des lieux un peu prestigieux pour gagner en respectabilité. Pour Shein, le symbole est énorme. S'installer au BHV, c'est aussi se légitimer. C'est un deal gagnant-gagnant pour les deux parties. De manière indéniable, Shein attire du trafic pour le BHV qui sait peut-être les gens consommeront d'autres marques quand ils vont traverser le magasin, même si ça, j'en doute. Vu les marques assez premium et les prix qui sont pratiqués dans les marques qu'on retrouve habituellement au BHV. C'est un projet expérimental. Je veux savoir si ce client va transformer ailleurs dans mon magasin. La réponse, Marc-Olivier, c'est que je n'en sais rien. Et pour Shein, je vous l'ai dit, c'est hyper symbolique. Mais ce pacte a un prix. Le BHV qui accueille Shein, en fait, il tourne le dos à une partie de son identité, à ce pari du commerce de proximité, du rapport humain, du temps qu'on prend pour choisir, le pari des artisans, des libraires, des bouquinistes. Un pari qu'on est en train d'oublier peu à peu au profit de la rentabilité et du buzz. Et au fond, ce dilemme entre profit et valeur, entre héritage et adaptation, c'est exactement le problème de la ville de Paris aujourd'hui. Mais si cette mutation semble nouvelle, en réalité, elle ne l'est pas. Cette logique de consommation et de désir et de consommation de masse a été inventée ici, à Paris, et ironiquement, elle est en train de dénaturer ces quartiers. Quand je me balade dans Paris aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à quel point la ville a changé. Si on prend l'avenue mythique des Champs-Élysées, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors oui, il y a des grands noms du luxe, mais il y a aussi des géants comme Nike, Adidas, Zara, H&M, même McDonald's. Ce sont les mêmes enseignes qu'on voit partout dans les grandes mégalopoles, que ce soit à New York ou Londres ou d'autres. En fait, Paris perd ce côté unique
et ça commence à ressembler à un centre commercial à ciel ouvert où tout est standardisé. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, le Marais, qui est un quartier historique qui a plein de charme, avec des petits ateliers, des gens qui dessinent au bord des routes, des commerces familiaux. Tout ça a été envahi par des chaînes internationales comme Uniqlo, COS, and Other Stories, d'ailleurs qui restent de la fast fashion mais sur qui on tape pas vraiment. D'ailleurs COS and Other Stories, je sais qu'ils ont une image un peu premium mais ils appartiennent quand même au groupe H&M. Le même constat se fait à Montmartre. Aujourd'hui au pied du Sacré-Cœur on peut retrouver des Starbucks, des Five Guys, des Burger King. Châtelet-Léal, le fameux ventre de Paris, abrite un immense centre commercial Westfield rempli des mêmes enseignes qu'ailleurs. Ce constat n'est pas juste un hasard, les librairies indépendantes ferment les unes après les autres, remplacées par des Fnac ou des Cultura. Les boulangeries traditionnelles cèdent le pas à des chaînes, tout comme les petites boutiques de vêtements disparaissent au profit de Zara, Mango ou H&M. Ce qui faisait de Paris, Paris est peu à peu en train de disparaître. Alors moi, je m'en plains pas parce que je suis quand même aussi une consommatrice, je n'ai pas échappé à la société de consommation et dès que je sors, je peux pas m'empêcher de ne pas acheter quelque chose. Mais il faut bien se rendre compte qu'on pourrait tout aussi bien être à New York, être à Londres, être à Séoul. J'exagère peut-être un peu, je grossis un petit peu le trait pour que vous voyez là où je veux en venir. Et l'affaire du BHV avec Shein, c'est le parfait symbole de cette transformation. Une enseigne historique déstabilisée par la mondialisation, la surconsommation et la standardisation massive des comportements d'achat. Cette histoire révèle une mutation profonde, pas seulement celle de Paris, mais du commerce en lui-même. Même le gouvernement essaye de sauver les centres-villes et les petits commerçants pour contrer l'essor des enseignes, en essayant de favoriser la création d'entreprises et notamment l'implantation des petits artisans dans les centres-villes. Mais pourquoi tout ça arrive? C'est pas un complot ni une machination pour détruire Paris et nos centres-villes. Le truc, c'est que les loyers parisiens ont explosé. Plus de 40% en 10 ans dans le Marais, plus 35% à Saint-Germain, et sur les Champs-Élysées, certaines boutiques peuvent payer jusqu'à 20 000 € par mois de loyer pour une toute petite surface. Là, on est vraiment dans la fourchette basse. Face à ces coûts, qui est-ce qui peut survivre? Sûrement pas une librairie indépendante lancée par un petit patron. Les loyers sont aussi trop chers, déconnectés de la réalité du moment. Beaucoup de commerçants ne prennent plus de revenus, tout simplement ne peuvent plus se payer et ne travaillent que pour payer les loyers. Impossible de payer 15 000 € de loyer chaque mois, alors on implante des Starbucks, Krispy Kreme, enfin vous voyez, il y a plein d'enseignes comme ça qui ouvrent à Paris et qui s'installent et qui sont en fait soit des grandes chaînes américaines ou européennes, peu importe, mais on commence peu à peu à perdre les toutes petites boutiques, les petits commerçants sont éjectés et remplacés par tous ces gros mastodontes. Paris se standardise, quartier après quartier, rue après rue. Le BHV suit en fait cette même logique implacable. Ils ne peuvent plus être sélectifs ni cultiver le prestige. Alors ils ouvrent leurs portes à la classe populaire. Pourquoi? Parce que Shein garantit des loyers payés chaque mois et ramène un flux énorme de clients. On aura envie de taper sur les Américains, de taper sur les Chinois et tout ce monde hyper capitaliste qui standardise notre manière d'acheter. Mais la réalité, c'est que cette logique de standardisation, de démocratisation de masse et cette accessibilité absolue, elle n'a pas été inventée par Amazon, par Shein, par Zara, par H&M. Ce n'est pas une invention récente ni un phénomène venu de Chine ou des États-Unis, absolument pas. Elle a été inventée ici même à Paris, il y a presque 200 ans. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Vous voyez quand je vous ai parlé de François-Xavier Ruel et sa femme, les créateurs du BHV. En fait, c'est pas vraiment eux qui ont inventé le concept de grand magasin. Avant eux, il y avait le plan d'un homme et d'une femme qui allait complètement changer notre manière de consommer. À quelques rues du BHV, un autre grand magasin avait vu le jour bien plus tôt en 1838, le Bon Marché. Le Bon Marché, c'est l'idée de deux frères, Paul et Justin Vidot, qui sont les fondateurs originaux du magasin. C'est une grande boutique de mercerie. Les deux frères tenaient ce commerce avec une approche traditionnelle, vendant des tissus, des accessoires de couture, des parapluies, de la mercerie, des draps, dans un cadre encore très classique. Leur commerce fonctionnait bien, mais rien d'exceptionnel, rien de révolutionnaire. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un couple. Un couple qui allait changer notre manière de consommer à tout jamais. Ce couple,
c'est Aristide et Marguerite Boucicaut. C'est précisément en 1852, en s'associant avec les frères Vidot à Paris, que Boucicaut lance la révolution commerciale avec le bon marché. Il a mis en place une nouvelle forme de commerce moderne, fini les négociations, les vêtements sur mesure, bonjour, les prix fixes, affichés, les vêtements en libre accès et sans discrimination. Parce que dans les boutiques traditionnelles parisiennes, le prix dépendait avant tout de votre tête. Si vous portiez un beau manteau, le commerçant montait ses tarifs. Si vous aviez l'air d'un provincial perdu, il les montait encore plus. Le commerce, c'était de la négociation et du rapport de force, un peu comme aujourd'hui, mais c'était surtout très élitiste. Et c'est encore plus fourbe dans la mode. On n'achetait pas des vêtements comme ça. Je vais vous en parler d'ailleurs dans cette vidéo, mais avant, les gens les plus aisés avaient des couturières qui leur faisaient des vêtements sur mesure. Difficile d'avoir un prix fixe sur ce principe. Et surtout, il n'y avait pas de vitrine. Les boutiques étaient plutôt confidentielles parce que les gens les plus riches ne voulaient pas qu'on sache là où se confectionnaient leurs vêtements. Avec Aristide Boucicaut, il y a eu une modernisation qui a permis de démocratiser une partie de la mode et du reste de la consommation en réduisant le marchandage et en rendant les achats plus accessibles à la bourgeoisie urbaine. Aristide Boucicaut comprend que les femmes ont aussi envie de soigner leur intérieur. L'élite et la plus haute bourgeoisie qui veut montrer son statut social par les choses qu'il consomme, il comprend que la classe populaire et que la bourgeoisie émergente en ont aussi besoin. Mais il n'y a pas que ça. Boucicaut impose également un renouvellement fréquent des collections pour susciter l'attente et le désir. Il va imposer des mises en scène spectaculaires avec des vitrines. Il va transformer l'achat en expérience. Quand vous promenez aujourd'hui à Opéra et que vous voyez les grandes vitrines de Noël, des Galeries Lafayette, du printemps, les grandes vitrines avec des animations, tout ça, ça sort de la tête de Aristide Boucicaut. Mais ce qui va surtout révolutionner la manière dont on fait du commerce, c'est que le couple Boucicaut achète en masse des stocks gigantesques et les vend à des prix bas. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça et peut-être que vous l'avez compris, parce que pour son époque, c'est une avancée majeure dans le monde de la consommation. Le commerce d'Aristide Boucicaut devient le premier exemple pensé pour la multitude, ouvert à tous et basé sur l'expérience, bien loin du commerce élitiste et cloisonné qui dominait avant. Ce modèle a révolutionné la manière d'acheter et la matrice de tout le commerce moderne et il pose les bases de ce qui deviendra la société de consommation. Et Boucicaut, il est très intelligent et il comprend que souvent ce sont les femmes qui dirigent les achats. Donc il va cibler principalement les femmes de la classe populaire et de la classe bourgeoise émergente. Au bon marché, il va créer des salons de thé, des toilettes, des espaces confortables, des endroits où s'asseoir, des endroits aussi où essayer les vêtements, tout ça en libre accès. Pour les femmes, le bon marché est devenu un lieu de liberté, de plaisir, de sociabilité et le shopping n'est plus seulement une nécessité pour acheter une casserole ou pour acheter un vêtement, c'est devenu aussi un divertissement. Si on fait le parallèle avec aujourd'hui, pensez aux centres commerciaux. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On est tellement habitué à ce que ce soit normal pour nous, mais dans les centres commerciaux, on retrouve différents magasins, des endroits où manger, des endroits où s'asseoir, même des endroits où les enfants peuvent se divertir. Il y a tout qui est pensé pour éviter la friction. Si on a faim, si on a envie d'aller aux toilettes, si notre enfant en a marre de nous suivre dans les magasins, on retrouve tout dans le centre pour nous éviter de rentrer chez nous et couper court à notre expérience d'achat. Offrir un lieu vaste, centralisé, regroupant de nombreuses boutiques, faciliter la déambulation, y compris par exemple l'invention des escalators, de fait d'avoir des espaces sur plusieurs étages, combiner consommation et loisirs, proposer une mise en scène attractive, capter l'attention des clients avec des soldes, avec des rabais, renouveler régulièrement les produits, favoriser la consommation de masse et la rendre accessible à tous. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Cette formule a marché si bien que les grands magasins du monde entier l'ont copié, y compris les malls américains, le BHV, les Galeries Lafayette, le Printemps, tous appliquent ces mêmes idées. Cette évolution illustre la transformation de notre société de consommation actuelle, désormais tournée non seulement vers la nécessité, mais aussi vers le bien-être, le confort domestique, le statut social et la qualité de vie. Comprendre cette révolution est essentiel pour saisir comment aujourd'hui, près de 200 ans plus tard, des géants comme Shein prolongent, adaptent cette même logique à une échelle bien plus grande avec des moyens numériques et la mondialisation. Prix ultra bas, libre accès, une app mobile avec le scroll infini, des volumes exponentiels,
des centaines de fois supérieur à ce qui se fait sur le marché, des changements de collection perpétuels, une mise en scène digitale avec un algorithme pour capter votre attention. Shein n'a rien inventé, c'est le digne héritier de Boussico. Shein porte à son paroxysme ce système né dans les rues de Paris, un système qui a démocratisé la consommation. Mais il a un prix terrible, il a uniformisé le commerce, il a aussi détruit la planète, effacé les identités locales, il a tué la diversité artisanale. Tout ce que nous critiquons aujourd'hui est le résultat d'une histoire commencée par un homme qui voulait rendre le beau accessible à tous. Le désir créé par Boussico s'est transformé en addiction globale. Alors je comprends qu'on tape sur Shein, mais il y a quelque chose que je trouve profondément hypocrite, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est la diabolisation de tout ce qui se fait en Chine. Je vous en parle dans cette vidéo, cliquez ici si vous voulez aller la voir. Et moi, je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Prenez soin de vous. Si comme moi, vous voulez mener une enquête sur votre lignée familiale, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir un plan complet gratuit MyHeritage pendant 14 jours.